Depuis 1 an et le début de cette pandémie, beaucoup de mes proches m'ont posé cette question simple. Doit-on croire les scientifiques? Réponse, non. Purement, simplement et définitivement non. Vous n'avez pas à croire les scientifiques. Il n'y a pas d'équivoque, hein, c'est non. Oui, ça a été beaucoup utilisé, mais maintenant on repeut. No, God, please, no! 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 Celui-là aussi, et comme ça c'est parfaitement clair. Voilà, merci de m'avoir suivi, les t-shirts sont disponibles sur la boutique, lien en description, lâche un tip si tu peux et si tu veux soutenir notre taf, abonne-toi et viens nous suivre sur les réseaux sociaux. Quoi? Faut que je développe en plus? Ok, bien entendu, il va de soi que je ne remets en cause ni la science, ni l'intégrité de la communauté scientifique, surtout pas, hein, non, la question, c'est pas ça. La question là, c'est est-ce que si tu apprends quelque chose de la bouche d'un scientifique, télé, réseaux sociaux, peu importe, tu dois forcément le croire? Est-ce que la caution scientifique de l'un ou de l'autre est forcément gage de vérité absolue? Et la réponse est donc totalement... Et c'est bien entendu valable avec les journalistes également, les politiques surtout, les youtubeurs et tous les intervenants en général que tu pourras écouter. Donc du coup on croit en rien, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, non, pas en rien, non, en personne. Non, il faut croire en personne. La seule chose fiable sur laquelle on peut s'appuyer, c'est une méthode et des sources. Est-ce qu'elles sont fiables et solides? C'est tout ce qui compte. On aborde ça en détail la semaine prochaine, hein, abonne-toi pour pas rater ça. Là, on va d'abord voir pourquoi on ne doit croire personne. Un biais cognitif bien connu est le biais d'autorité. On va naturellement plus croire un gars parce qu'il a un diplôme ou même parce qu'il porte une blouse blanche, la figure du scientifique, ou qu'il se présente comme spécialiste, inventeur ou sommité mondiale de. C'est tout à fait logique et naturel. Un mec diplômé doit forcément avoir raison, vu qu'il est diplômé. Il a étudié ces sujets. Sauf que déjà, première limite, pour un gars diplômé qui dit noir, il y en a 200 dans l'ombre qui disent blanc. Et j'insiste vraiment, hein, le mec de la télé n'a pas forcément un CV plus impressionnant que ceux qui restent anonymes. Donc, qui croire? Malheureusement, aussi logique et séduisant soit-il, cet argument n'est pas vraiment très solide. Pour un gars qu'on voit à la télé ou sur les réseaux, il y en a 200 qu'on connaît pas, hein, qui sont dans leur labo à pondre des thèses, à monter des études. La science, c'est ce qui essaie de décrire la réalité au plus près. Et la réalité, elle s'en tape de notre avis. Elle n'est pas là pour faire plaisir aux croyances des uns et des autres. Soit la Terre est plate, soit la Terre est ronde. Elle n'est pas un peu l'un, un peu l'autre en fonction des différentes déclarations pour faire plaisir à tout le monde. Donc à partir de là, on va essayer de savoir quelle est la vérité. Et pour le coup, le CV, c'est pas du tout un argument solide. Et je coupe court direct aux commentaires hein, qui commencent par « et toi, t'as quoi comme CV ?» et trucs du genre. Hein. Soit tu estimes que mon raisonnement n'est pas le bon et tu expliques pourquoi, soit ça dégage. J'ai le clic facile en ce moment. En toute cordialité, bien entendu. Les scientifiques sont des femmes et des hommes comme toi et comme moi, hein, des gens qui ont fait des études dans un domaine et qui sont formés à ce domaine. Certains, c'est réparer des impacts inférieurs à une pièce de 2 € et faire des pubs de merde. Les scientifiques, eux, c'est la microbiologie, l'astronomie, la génétique, les statistiques, etc. Ils sont payés, souvent mal, mais je vais pas commencer à faire mon gilet jaune ici, hein, c'est pas le sujet, pour exercer un métier, mais surtout, ce sont des gens normaux avec le même taux de connards et d'abrutis que partout ailleurs, et le même taux de gens honnêtes et passionnés par leur métier que partout ailleurs. Vous avez donc des gens avec un ego démesuré tout pareil, un culte de la personnalité pour certains même. Vous avez des sournois, des qui veulent acheter un yacht à Monaco, et donc qui vont vendre leur âme pour un résultat faux. Donc non, vous n'avez pas à croire les scientifiques. Il y aura toujours une brebis galeuse dans le lot, hein, un plus malin que tout le monde qui va se foutre les principes scientifiques sur l'oreille, qui voudra aller plus vite que la musique pour arriver à un scoop avant les autres, et qui voudra exister en dehors du système, voire de la réalité. Son CV n'y change rien. J'ai beaucoup de commentaires comme quoi machin ou truc n'est pas crédible parce qu'il a des conflits d'intérêts. Et effectivement, hein, c'est un truc qu'il faut complètement prendre en compte. Hein. J'en parle dans ma prochaine vidéo de dimanche prochain. Mais les conflits d'intérêts, c'est pas juste un gars payé par des labos pour propager des fausses infos. Actuellement, c'est aussi beaucoup des conflits d'intérêts auto-centrés. Des gars qui courent après la gloire, la notoriété, le pognon. Et non, encore une fois, leur CV n'y change rien. Avant de passer à la télé, on les connaissait pas les gars. Peu importe les avancées qu'ils ont permises. Sauf
sauf exception, c'est pas ça qui les a rendus riches et célèbres. Donc la méfiance tout à fait légitime qu'on peut avoir envers les conflits d'intérêts financiers bien connus à Scientific Labo, cette méfiance doit être exercée exactement de la même manière envers un conflit d'intérêts personnel. La démarche est tout à fait saine, mais doit être appliquée absolument tout le temps, pas juste quand ça nous arrange. Et encore une fois, avec les intérêts de chacun divers, on voit bien qu'un CV n'est absolument pas la garantie de quoi que ce soit, vu qu'un chèque ou la promesse d'une notoriété donc peut orienter totalement un discours. Et d'un point de vue simplement logique, un scientifique derrière sa paillasse me semble du coup moins enclin à raconter n'importe quoi pour la notoriété. Alors oui, peut-être que ceux qui sont connus sont là parce qu'ils sont les meilleurs, enfin si c'était seulement les plus malins qui étaient les plus médiatisés, je pense que ça se saurait. Un petit truc aussi dont il faut se méfier, c'est l'excès de confiance. Quand on devient expert en un truc, on a rapidement tendance à penser qu'on est expert en tout. C'est l'effet Dunning-Kruger, on en a déjà parlé, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on croit. Et c'est vraiment pas simple à détecter, hein, surtout quand on est encore moins spécialiste du domaine, mais qui doit encore plus pousser à la vigilance du coup. Parce que ouais, plus un mec est expert, plus son domaine d'études est étroit en fait, et donc il peut pas parler du reste. C'est justement tout le paradoxe. Je me souviens d'un truc en Formule 1, je pense être encore le cas, mais c'est pas sûr à vérifier. Le mec qui fabriquait le pot d'échappement droit, hein, qui prenait des tuyaux, puis il tapait, il avait l'habitude, était incapable d'en fabriquer un gauche. Le mec, c'est le meilleur mondial dans son domaine, mais il est contraint de faire un seul truc. On en reparle en octobre de l'importance qu'ont pris les ultra spécialités dans la science moderne, mais c'est très classique de retrouver cet excès de confiance néfaste chez certains. Et c'est pas forcément conscient de leur part, hein, on en est tous là. Hein. Et chacun à son niveau, hein, on est tous sujets à ce biais, à se croire expert d'un sujet qu'on connaît à peine. Ça s'appelle la vallée de la stupidité. Oui, ça s'appelle comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Quand un mec te sort un CV aussi interminable qu'un film de Claude Miller, c'est comme la carte d'un restaurant, hein. Faut mater ça, mais de loin. Parce que déjà, truc basique, il peut l'avoir gonflé, hein, embelli, exagéré, voire carrément inventé. Si, ça s'est vu. Allez, que celui qui n'a jamais pipoté son CV lève la main hein, en commentaire. Ouais. Et d'autres aussi malins que toi se sont aussi fait avoir par un CV inventé. Hein, on a des cas très célèbres de Christophe Rocancourt ou Franck Abagnale, ou ce truc hallucinant du directeur de l'aéroport de Limoges, qui n'avait absolument aucun diplôme et qui a blousé tout le monde. Oui, je sais, cette histoire est juste incroyable. Il y a un aéroport à Limoges. Ensuite, même sans mentir, le gars peut très bien mettre des termes pompeux qui font un peu classe, mais qui en vrai veulent rien dire. Hein, ton job d'été où t'as mis responsable des stocks alors que tu mettais en rayon des boîtes de cassoulet, on l'a tous fait. Et donc à ce niveau-là, à moins d'être spécialiste, hein, de tout décortiquer qualitativement et quantitativement, t'as aucun autre choix que de prendre. Mais t'as absolument aucune certitude que le mec est pas juste en train de te monter un char pour se faire mousser et que tout ce qu'il dit est vrai. Ensuite, petite douille supplémentaire, même vrai, qu'est-ce que ça raconte? Juste un petit test, est-ce que tu peux me donner la différence entre un immunologue, un épidémiologiste, un virologue, un microbiologiste? Comme ça. Pas la peine de répondre dans les commentaires, hein, c'est juste un test pour toi. Si déjà tu as eu une hésitation sur la différence entre ces spécialités, le mec peut te raconter ce qu'il veut dans son CV, hein, si on panne que dalle, c'est bien pareil. Et c'est absolument pas grave, hein, qu'on s'entende bien, hein. Vidéo complète sur le sujet encore une fois. On s'en tape, on a le droit de pas savoir. Mais juste, si un épidémiologiste vient nous donner des conseils en microbiologie, notre radar à bullshit ne va pas s'activer comme il le devrait, et le mec pourra nous jouer de la flûte autant qu'il veut. Je dis pas qu'il n'y a pas des porosités entre les disciplines, hein, mais s'il y a des spécialités, c'est pas pour rien. Encore faut-il être familier avec ces nuances. Et selon les sujets, notamment en droit par exemple, moi j'y comprendrai rien. Le mec peut arriver et se présenter comme juriste spécialiste en droit du protodule. Comme j'y connais rien, même s'il donne son avis sur du droit des entreprises, je vais sûrement me dire qu'il s'y connaît, hein, vu qu'il est juriste. Mais s'il faut, il a juste suivi un cours de 2 heures, et là il vient me jouer de la mandoline, hein, j'en sais rien. Et puis bon, le gars a fait ça et ça dans sa vie. Et alors, c'est pertinent sur le sujet actuel? Encore une fois, à moins d'être suffisamment familier avec le domaine, c'est pas sûr du tout. Et ce genre de truc est très courant. Sur ma première vidéo sur les vaccins, un mec balançait des fake news dans les commentaires, des trucs factuellement faux, hein, des croyances basées sur aucune étude, mais il justifiait que je disais de la merde, ce qui est tout à fait possible, hein, mais juste parce qu'il était en train de becqueter avec des radiologues. Des radiologues, pour parler de vaccins. Et si tu vois pas le problème, c'est justement ça le problème. Un radiologue peut parler de radiologie, mais a priori il a pas plus de compétences sur le vaccin que toi et moi. Alors c'est sûr, il a un bagage médical un petit peu plus fourni que nous, mais pas beaucoup plus sur ce sujet-là, qui en plus est nouveau. S'il a pas lu les rapports, a priori, il en sait autant que toi et moi. Encore une fois, c'est pas pour rien que les spécialités existent. Sinon, les toubibs dans la vraie vie, hein, ça serait comme dans les feux de l'amour. Hein. Chirurgien un jour, oncologue une semaine plus tard, dermato, gynéco, vendeur de churros au fur et à mesure des épisodes. Mais admettons, le CV est vrai,
et pertinent. Les deux n'ont strictement rien à voir, hein, on l'a déjà vu. Le mec a fait des trucs formidables pour l'humanité dans le passé, mais il a très bien pu virer fada entre-temps pour plein de raisons. Il a très bien pu se faire poutrer la quiche et perdre des capacités. Keep fighting, Michael. Et l'histoire regorge de génies qui ont complètement tourné la carte. C'est d'ailleurs un tout petit peu pour ça que j'ai créé cette chaîne, hein. C'est même tatoué sur mon bras depuis 12 ans. Bien entendu qu'on a envie de faire confiance, d'y croire. Je suis le premier dans ce cas-là, hein. Je veux de belles histoires dignes d'Hollywood. Mais un CV ne signifie absolument rien. Il y a un phénomène bien connu de certains prix Nobel qui se sont mis à fumer de la soupière. Dernier exemple en date, hein, vous avez certainement entendu parler, Luc Montagnier. La mémoire de l'eau, la téléportation de l'ADN... Un prix, un titre, un CV n'empêche absolument pas de virer fada, de devenir sénile, de se faire laver le cerveau, ou tout simplement de raconter n'importe quoi pour diverses raisons. Ok, très bien, pas convaincu. T'en veux d'autres des CV impressionnants? Howard Hughes, pionnier de l'aviation moderne, cinéaste visionnaire, le mec a fini sa vie à Walp, à pisser dans des bocaux étalés autour de lui. Nikola Tesla, qu'on ne présente plus, a une liste d'inventions hallucinantes dont vous vous servez tous les jours. Le mec a inventé le XXe siècle, mais a fini sa vie à parler à des pigeons et ne pouvait dormir que dans des chambres au nombre divisible par 3. Et c'est pas spécifique à la science, hein. Ryan Johnson, Christopher Nolan, Metallica, Kathleen Kennedy, Ridley Scott... On peut continuer comme ça toute la nuit avec des CV impressionnants qui ne veulent rien dire. Et puis quoi, t'es RH, tu veux les embaucher les gars? Non. La liste est interminable de génies qui ont la boussole qui pointe à l'ouest. Donc à partir de là, est-ce que tu peux me certifier que le mec est parfaitement honnête parce que son CV, dont t'es absolument pas sûr qu'il soit juste et pertinent, semble juste impressionnant? J'insiste, vu qu'il y a des nuances qui passent pas toujours très bien, je ne dis pas qu'un CV n'est pas important, ou qu'un scientifique au passé glorieux dit forcément de la merde. Je dis juste qu'un CV n'est ni preuve de compétence, ni preuve d'honnêteté. Oui, il y a des scientifiques qui vous mentent sciemment. Et admettons, tu veux quand même prendre le CV comme gage parce que... Pourquoi pas? Très bien. Mais alors, il faut le faire dans son entièreté. On m'a beaucoup parlé d'Alexandra Orion-Cote dans la dernière vidéo comme d'une sommité scientifique, généticienne mondialement reconnue. Et donc moi, petit youtubeur, qui suis-je pour la contredire? C'est forcément elle qui a raison vu son CV. Et c'est vrai, elle a un CV impressionnant. Disciple d'Axel Kahn, directrice de l'INSERM jusqu'en 2018, il semble totalement aberrant qu'elle puisse se tromper et surtout que moi je puisse avoir raison face à elle. Sauf que si on prend son CV en entier, hein, quand on le met un petit peu à jour, entre-temps elle a été reniée par l'INSERM à cause de cette déclaration hallucinée. Frédéric Ruolo-Loca, bon ok, lui on le connaît un petit peu moins du coup, mais il est quand même directeur du laboratoire d'immunogénétique des maladies auto-immunes pédiatriques de l'INSERM, donc lui aussi a un CV, tout comme les docteurs en génétique hein, qui ont coécrit ma dernière vidéo sur les thérapies géniques, tous contredisent la version délirante d'Orion-Cote, hein, militante ultra-catho, etc. Donc quand on fait un peu la perspective, on se rend compte que finalement un CV, il faut le prendre encore plus avec des pincettes. Et là encore une fois, il y a un nouveau biais, quelqu'un qui est dans la lumière est souvent plus crédible que les gens qui restent dans l'ombre, parce que comme on ne les connaît pas, on leur donne moins de légitimité. Mais c'est vrai que ça semble hallucinant qu'une femme pareille puisse vriller comme ça. Mais c'est pas parce que c'est hallucinant que c'est forcément faux. C'est aussi hallucinant que Howard Hughes ait pu finir sa vie à Walp à pisser dans des bocaux. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. T'as vu une déclaration d'Orion-Cote, t'y as cru, ok, mais ça s'avère faux. Et tu n'y es absolument pour rien. C'est pas ta faute. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, inversement, hein, pas de CV ne vous empêche pas de dire des trucs intelligents, hein, voire d'avoir raison. Parce qu'une fois de plus, hein, la réalité se fout de votre avis et de votre CV. Hein, tout ce qui compte, c'est la méthode. Il y a un vulgarisateur scientifique que tout le monde connaît très bien, dont personne ne remet en doute la légitimité, et qui pourtant n'a pas de formation scientifique. À la base, c'était juste un journaliste. Mais il abordait la science avec suffisamment d'humilité, et surtout une méthode. Je parle des scientifiques, mais c'est également valable pour les journalistes ou pour les politiques. Hein. Bref, toutes les figures d'autorité et ceux qui transmettent l'information en général. Des youtubeurs à Tata Simone sur le marché. Tu n'as à croire personne. Le seul truc qui compte donc, c'est la méthode. Alors, pour les politiques, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je vais un peu plus détailler. Quand je parle d'Asselineau ou de Philippot dans ma dernière vidéo sur les vaccins, je parle pas de leur politique, je m'en tape de ça. Je parle uniquement de leurs déclarations scientifiques, pas de politique. De la même manière, si je parle des déclarations débiles de Francis Lalanne, je parle pas de musique. Je précise, la politique, je m'y intéresse juste assez pour savoir que je m'en fous, et parce que je dois suivre les conneries scientifiques dites par les uns et les autres. Mais encore une fois, je dis pas tous pourris, ni que tel parti vaut mieux que l'autre. Mais à partir du moment où un seul d'entre eux peut raconter n'importe quoi, sortir des chiffres de son cul, changer d'avis toutes les 12 minutes selon comme ça l'arrange, bref, mentir et tricher pour servir ses propres intérêts sans devoir rendre de compte, sans être puni, en dehors de toute réalité scientifique, c'est tout le système qui perd en crédibilité. À partir du moment où Jackie X te pipote,
Comment tu peux être sûr que Michel Y est pas en train de te la mettre, vu que de toute façon, il risque aucune sanction? Donc parole vraiment pas fiable. Les règles du jeu en politique sont l'inverse de la science qui, elle, doit se plier à une certaine rigueur. Pour les journalistes, on le voit malheureusement souvent, ils doivent sortir du scoop vite, avant les autres. La réalité économique d'un journal fait que le clic est souvent plus important que l'info elle-même. Il ne prend pas forcément le temps de lire les rapports scientifiques pour transmettre une info fiable. On récupère 2-3 bouts d'infos qu'on monte en mayonnaise, comme régulièrement le coup des super méga lunes bleues de sang de tes morts. Et comme en plus on prend même pas le temps de lire l'article, qu'on partage souvent juste au titre, il n'y a pas vraiment raison de s'emmerder non plus. J'ai plein de potes journalistes qui aimeraient pouvoir être plus carrés dans leurs analyses, et ce système les emmerde tout autant. Mais c'est juste qu'il n'est pas parfait. Et un canard peut prendre un article putaclic peu rigoureux un jour et faire une super analyse quelques jours plus tard. Le tout, c'est d'avoir une méthode fiable pour analyser ces articles. On l'a vu dans la vidéo sur Tchernobyl, Libération, qui donne une information et qui, 5 jours plus tard, accuse les politiques de ne pas avoir donné cette information. Je partage souvent des articles de journaux dans mes vidéos qui synthétisent à mon sens assez bien une étude plus complète. Je partage pas parce qu'un journaliste a dit un truc qui me plaisait. Donc encore une fois, la méthode. Bien, on a vu, un CV n'est ni gage de compétences, ni même d'honnêteté. On peut avoir été un spécialiste d'un domaine, mais pas à jour sur les dernières découvertes. Et les intérêts des uns des autres, clairement, on les connaît pas. Mais on va pas passer notre temps à lire des documents de 150 pages pour savoir qui dit vrai, qui dit faux. Clairement pas. Il y a quand même un moment où on doit prendre l'info comme elle vient, faire confiance. Mais la confiance, ça se gagne avec le temps, avec de la rigueur. C'est très facile de croire un mec un peu sympa que tu viens de rencontrer, surtout s'il dit des trucs qui vont dans ton sens, qu'il parle bien, qu'il fait scientifique ou qu'il a un CV. Par exemple, tu débarques ici, tu as envie de me faire confiance parce que le phrasé te plaît, parce que je dis des trucs qui confortent ce que tu penses déjà, que je suis extrêmement séduisant et toujours très bien coiffé, et du coup tu t'abonnes. Et tu te dis, ouais, j'ai confiance en lui, et tu vas ressortir ce que tu as appris ici. Mais je peux très bien me planter dans ce que je dis, avoir une mauvaise analyse, les mauvaises études ou des études obsolètes. Dans tous les cas, la confiance se gagne avec le temps. Faire confiance à quelqu'un que tu ne connaissais pas la semaine dernière, non. Mais c'est exactement la même chose avec ton plombier ou ton avocat. Il y en a des bons et des tout pourris. Maître Vierson. Et même avec des super avis sur Google, ils peuvent être totalement claqués. T'as aucun moyen d'être sûr que tu peux leur faire confiance tant que t'as pas essayé. Et ça prend du temps de construire cette confiance. Est-ce que le mec se trompe souvent ou pas? Pas jamais, ça c'est pas grave, on peut se tromper. Mais genre quand c'est surtout, il y a un moment donné, bon, peut-être commencer à se méfier. Epsilon, qui est un nouveau magazine, je connais les journalistes déjà, la politique de transparence est plutôt gage de bonne foi, je me dis que leur parole est plutôt fiable. Mais je garde quand même un peu de réserve en attendant de voir s'ils ne commettent pas trop de grosses boulettes dans les mois à venir. Mais dans l'ensemble, je sais que a priori, une information qui vient de chez eux sera quand même dans l'ensemble relativement fiable. Ceux qui me suivent depuis un petit moment me font confiance parce que ils savent que je corrige mes erreurs, que j'aborde des sujets avec humilité du fait de ma non-expertise, j'évite de m'arroger des compétences que je n'ai pas, donc avec le temps ils ont appris à me faire confiance, avec toute la marge d'incertitude d'une erreur que je peux toujours commettre. Mais si tu débarques ici avec cette vidéo, va en voir d'autres avant de me faire confiance. Bien, c'est cool tout ça, on sait que les gars faut pas les croire, mais ça serait bien quand même de dire qu'est-ce qu'il faut croire du coup. Comprendre un problème, c'est pas le résoudre. Alors, je reviens sur la méthode dimanche prochain, je le répète. Sinon, juste petit détail important quand même, tu sais que tu n'es pas obligé d'avoir un avis sur tout. Sur cette chaîne, j'essaie de donner les clés que je pense être les plus efficaces pour comprendre notre monde, parce que j'ai toujours aimé comprendre comment fonctionnent les trucs, et que j'ai envie de les partager. Mais par exemple, avant de faire ma vidéo sur les transistors et la RAM, j'avais seulement une très vague notion de comment fonctionne un ordi en son cœur. Par exemple sur le Covid, parce que bon, c'est un peu de ça qu'on parle quand même, t'es pas obligé de tout savoir comment ça fonctionne. Qui fait quoi, l'ARN, tout ça, c'est très bien de s'y intéresser un minimum, c'est certainement pas moi qui vais te blâmer pour ça, mais si tu as juste 5 minutes par jour à y consacrer sur France Info dans les bouchons, te casse pas, c'est pas grave. Laisse faire ceux qui savent. C'est pas 10 minutes à écouter Éric Brunet qui vont remplacer le boulot de milliers de chercheurs. De toute façon, c'est pas toi qui vas prendre la décision ou prendre un protocole sanitaire. Et en vrai, on s'en était jamais soucié jusque-là. Quelle maladie c'est la gastro? Le vaccin de la grippe? Tout ça balèque. De la même manière, quand tu prends un bus ou l'avion, tu vas pas demander le CV du gars, essayer de tout comprendre, de la conception de l'avion à la formation des secouristes. Tu vas pas regarder la fiche de maintenance, tu vas pas me regarder si telle ou telle compagnie a eu une condamnation de watts milliards et tout. Tu t'en fous, tu prends ton truc et tu y vas. Tu fais juste confiance pour qu'on t'amène à destination avec tous les risques que ça comporte. Et pourtant, tu peux avoir un accident et mourir tout pareil. Donc non, vous n'avez pas à avoir un avis sur tout, vous n'avez pas à croire qui que ce soit, vous pouvez vous faire un avis plus ou moins éclairé sur tel ou tel sujet, partir d'un principe pour le moment qui paraît pas trop con, et si jamais, à la lumière de nouvelles informations,
changer d'avis. Au final, croire le premier ou le dernier qui a parlé, on s'en tape. Même fausse, une analyse permet de préparer son cerveau à une nouvelle chose. Mais il faut être prêt à s'ajuster, pas rester sur la première opinion forgée. Donc les milliers de messages qui m'envoient vers la vidéo de ci ou de mi qui aurait dit ça, juste on s'en fout. C'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est une méthode. Méthode que je vous détaille donc dimanche prochain à 11h. Juste avant de vous dire au revoir, j'en profite pour faire une petite annonce. Si vous voulez voir nos tronches, je serai avec l'ami 12 Parsec à Génération Star Wars à QC à côté de Vichy les 11 et 12 septembre. On vous prépare une petite conf assez sympa. Et Yann sera vêtu en bikini Princesse Leia tout le week-end. Voilà, bon dimanche à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo très longue jusqu'au bout. Des bisous, abonnez-vous et n'oubliez pas que le génie est partout.